Bonjour et bienvenue à ce séminaire consacré aux nouvelles ANI pour les cadres présenté donc par Laurent Mailleux. Donc bonjour Laurent. Nous accueillons donc à ce webinaire des membres du Bureau national cadre, des responsables cadres des fédérations et des URI, des mandatés APEC et des membres de l'équipe pédagogique du CREFAC. Alors en fait, nous allons passer 60 minutes ensemble. Et Laurent se propose de vous présenter l'essentiel de l'ANI encadrement en 3 séquences. Première séquence, un ANI, pourquoi faire? Que dit l'ANI des cadres de leurs attentes et de leur rôle essentiel? Les revendications CFDT dans la négociation et dans l'accord en 3e partie. À chaque fin de séquence, en fait, on vous laissera la parole pour, on répondra donc à vos questions que vous pouvez donc déposer dans le chat. N'hésitez pas, si vous avez des difficultés techniques, à en faire part à l'assistant Webikeo qui nous accompagne pendant ce premier webinaire, sur l'ANI encadrement. Et enfin, on vous a mis en téléchargement le diaporama qui vous sera présenté donc ce soir et d'autres documents. Voilà. Très bon webinaire. Merci Corinne et bonjour à toutes et à tous. Donc 3 parties comme indiqué. Un ANI, pourquoi faire et pourquoi un ANI. C'est la première partie. Alors cette ANI 2020, par rapport à l'histoire des ANI relatifs au cadre, ANI c'est un accord national interprofessionnel, eh bien tout a commencé en 1947 avec après-guerre, eh bien la construction du régime de retraite complémentaire pour les cadres et la prévoyance cadre obligatoire qui allait avec. Ensuite, en 66, un ANI vient créer une APEC paritaire, l'Association pour l'emploi des cadres. Il y a eu en 1983, on était juste après le passage à gauche de la majorité et l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, eh bien un ANI relatif au personnel d'encadrement qui traduisait la volonté du CNPF à l'époque de renouer le fil du dialogue social avec les organisations syndicales. En 2011, on a réécrit l'accord fondateur de l'APEC. En 2015, c'est là que tout commence pour nous. En l'occurrence, pour cette soirée, c'est l'accord qui traduit la fusion de l'Agirc-Arrco et qui prévoit donc de renégocier un accord sur la prévoyance des cadres et qui prévoit également, dans ces discussions, d'ouvrir une négociation sur les cadres. Et puis, en 2020, c'est le 28 février que l'on conclut la négociation qui s'était ouverte dans le courant de l'année 2018. Alors, ce nouvel ANI, pourquoi, en vue de quoi? Eh bien, dans l'accord précédent, il était dit qu'on allait ouvrir une négociation qui avait pour but de définir les principaux éléments permettant de caractériser l'encadrement. Et puis, une deuxième partie d'objectif, c'était que cet accord puisse ouvrir aux branches professionnelles la possibilité de préciser les éléments relatifs à l'encadrement dans le respect du cadre fixé au niveau national et interprofessionnel. C'était aussi de pouvoir aborder la question de la modernisation du dispositif de prévoyance prévu dans la Convention de 47. Vous savez que les entreprises sont obligées de cotiser dans une prévoyance mutualisée, eh bien pour l'ensemble de leurs cadres à hauteur de 1,5% des salaires. Et puis, l'objectif de toute négociation interprofessionnelle, c'était de créer des dispositifs applicables sur les points visés ci-dessus, à défaut d'un accord de branche professionnelle. On est parvenu à l'issue de la négociation, alors qu'on n'y croyait pas au début, à déboucher sur un accord, mais qui n'atteint pas forcément tous les objectifs qui ont été visés précédemment. C'est plutôt un accord qui vient décrire le cadre général d'exercice des cadres plutôt que de moderniser le système de prévoyance tel qu'il était prévu lors de la négociation précédente. Alors, malgré tout, pourquoi un ANI et qu'est-ce que ça engage? Eh bien, en début de la négociation sur les cadres, la partie patronale n'était pas du tout ouverte à la négociation d'un accord, et donc ils ont souhaité voir sur quelle base on pouvait envisager de trouver un accord
avant de nous dire, écoutez, ok, donc c'était tout début 2020, en janvier, ils nous ont dit, écoutez, on veut bien aller vers la signature d'un ANI sur un périmètre identifié. Mais c'était aussi à cette époque-là pour le patronat l'idée que c'était de signer pour signer, puisque on sortait d'une période de vache maigre, on va dire, sur le dialogue social interprofessionnel. Un deuxième trait de cet accord, c'est qu'il permet de reconnaître des fonctions qui dépassent le périmètre de chaque branche et qui sont communes au cadre. Donc j'y reviendrai après dans la définition qui a été adoptée, une définition modernisée, puisque tout récemment encore, dans l'accord de 2017 sur la prévoyance, on utilisait les définitions de 1947 pour parler des cadres, en se référant essentiellement à la situation du VRP. Et en gros, cet accord disait que est cadre celui qui dit qu'il y est. Alors ensuite, deux aspects qui sont plus importants, et on le verra dans la suite de ma présentation. Cette ANI permet d'alimenter le dialogue social de branche et d'entreprise. Il permet aussi de supporter, en tant que service de support, à la relation employeur-salarié, puisque c'est un cadre qui permet au cadre de dialoguer avec son manager sur la réalité de son travail. Il permet aussi de supporter des espaces de dialogue professionnel. On en parle dans l'accord. Ça identifie des sujets qui sont des sujets spécifiques au cadre et qui nécessitent, comme dit l'accord, une attention particulière. Donc, c'est légitime d'en parler dans les espaces de dialogue professionnel qu'on souhaiterait instaurer un peu partout. Il doit permettre d'orienter l'évolution de la relation managériale en fixant un certain nombre d'orientations, puisque c'est le titre même de cet accord. Et puis, il vient confirmer l'ANI de 2011 sur la PEC et l'ANI de 2017 sur la prévoyance, de manière à ce que ces accords-là, qui sont spécifiques à une catégorie de personnel, soient bien basés, fondés, on va dire, sur une définition dite objective du périmètre des fonctions cadres. Alors, dans le texte et dans le préambule de cet accord, il est dit que l'objet du présent texte est de permettre d'identifier les enjeux relatifs aux relations de travail entre employeurs et cette catégorie de salariés occupant des postes de travail nécessitant une attention particulière. Donc les postes de cadre nécessitent une attention particulière. C'est une autre façon de dire que c'est spécifique ou catégoriel. Intrinsèquement, de par leur fonction, il y a des enjeux qui nécessitent cette attention particulière. L'objet aussi est de proposer aux entreprises un outil de réflexion leur permettant d'appréhender les enjeux relatifs à ces transformations, celles qui sont décrites plus haut dans le préambule. Vous aurez le texte intégral à la fin de la présentation, de façon à faciliter et à alimenter le dialogue social et à organiser efficacement les relations de travail, c'est-à-dire entre employeurs et cadres salariés. Voilà donc les objectifs de cet accord, à la fois fixer un cadre qui permet de déterminer un certain nombre de points d'attention particuliers et deuxièmement, d'en faire un objet de dialogue social, mais aussi un objet de relation de travail. Alors peut-être que il y a déjà, Corinne, quelques questions sur le préambule de ma présentation, sur cette première partie. Pour l'instant, aucune question. N'hésitez pas à les poser via le chat. Je pourrais y revenir de toute façon tout à l'heure. Alors, on va passer à la deuxième partie de cet accord. Peut-être avant de passer, puisque je parle d'un accord, cet accord a été proposé à la signature le 28 février 2020. Assez rapidement, la CFTC et Force ouvrière se sont positionnés, puis la CFDT, à l'occasion du Bureau national confédéral du mois de mars, a exprimé le souhait que la Confédération signe en notre nom à tous cet accord national interprofessionnel. Les organisations patronales avaient exprimé aussi leur volonté de signer, puisque c'est elles qui avaient, entre guillemets, ouvert la porte à la signature. Il a fallu attendre la mi-avril pour que la CFE-CGC ait réuni ses instances et informe qu'elle était décidée à signer. Et tout récemment, puisque ça ne fait que quelques jours, la CGT a décidé également de signer cet accord. Donc maintenant que l'on connaît l'ensemble des signataires, une séance de signature va pouvoir s'opérer. Et ensuite, c'est la vie normale d'un accord. Il sera
déposé au ministère du Travail afin que cet accord puisse être étendu, c'est-à-dire couvrir l'ensemble des champs habituellement couverts par les accords nationaux interprofessionnels. Donc, on attend, entre guillemets, que les parapheurs avec les textes en papier, eh bien, tournent sur l'ensemble des organisations. Ça, c'est un peu les rituels. Alors, qu'est-ce que dit cet accord des cadres, de leurs attentes, voire de leur rôle? Quand vous lirez cet accord, vous verrez que c'est assez, il est écrit de manière un peu confuse ou brouillonne parfois, pas très littéraire. C'est un peu le résultat d'une fin de négociation à marche forcée. Je pourrais y revenir si ça vous intéresse sur un peu le timing de cette négociation particulière. C'est une forme un peu de blitzkrieg sur la fin. Mais on est arrivé à avoir un accord qui contient un certain nombre de dispositions qui sont nouvelles, pour lesquelles rien n'avait vraiment été écrit. Pour d'autres dispositions, l'accord va se contenter de reprendre des dispositions légales existantes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce que l'accord dit des cadres. Alors, l'objectif de cet accord, c'était de redéfinir qui sont les cadres. Jusqu'à présent, l'ANI de 1947 disait, eh bien, les cadres, ce sont les ingénieurs et les cadres qui occupent des fonctions de responsabilité identiques. Et puis ensuite, il y avait une longue digression sur les VRP que l'on pouvait considérer cadres. Et c'était finalement ce qui était le plus intéressant. C'était aussi un texte écrit en 47, donc il fallait reconnaître un certain nombre de professions. Et donc dans les papiers, dans les accords de 2017 sur les prévoyances, on parle encore des contre-dames supérieures du travail, par exemple. Voilà, il y a des contre-dames d'usine, il y a des vestiges qu'on a embarqués jusqu'en 2017 parce qu'on n'a pas été capable jusque-là de moderniser une vision des cadres. Ce que dit l'accord, c'est que sont considérés comme cadres les personnes qui occupent des fonctions répondant à un certain nombre de caractéristiques. Le caractère intellectuel prédominant, donc ça fait référence à la fois à des connaissances, mais aussi à des facultés de jugement, qui sont le résultat de savoir et de savoir-faire théoriques, techniques, professionnels, qui ont été constatés, donc soit par un diplôme, soit par une certification. Ensuite, eh bien, ce sont des postes ou des fonctions qui ont un impact, soit sur la réflexion, donc l'activité, on va dire, intellectuelle, ou l'action d'autres salariés, et une influence significative dans les domaines économiques, sociaux, sociétaux et ou environnementaux. Donc, c'est intéressant de positionner l'activité des cadres comme ayant un impact sur ces différents domaines. Bien souvent, on va parler de domaines professionnels ou des domaines économiques, mais pas forcément les domaines sociétaux et ou environnementaux. Ces fonctions doivent disposer d'une marge d'exercice suffisante, à la fois en termes d'initiative, capacité d'initiative, et aussi d'autonomie dans l'organisation du temps de travail. C'est assez classique. Et l'amplitude de ces marges dépend des responsabilités ou de la délégation de pouvoir qui est confiée. Et puis, une responsabilité effective contribuant à la marche et au développement de l'entreprise, responsabilité qui peut être soit d'encadrement, soit une responsabilité d'étude ou de conception ou d'autres types d'activités. Le texte que je vous présente est un petit résumé de ce que l'ANI décrit comme étant les caractéristiques des fonctions de cadre. On va retrouver ce que l'on avait mis dans notre plateforme revendicative et qui fait partie du triptyque de la CFDT cadre depuis, je pense, 2001 au moins. Technicité, autonomie et responsabilité. Technicité, compétence, autonomie, donc initiative et puis responsabilité. Cette définition, d'ailleurs, a été coécrite par l'ensemble des organisations syndicales et intégralement reprise par les partenaires sociaux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cet accord essaye de traduire quelles sont les attentes d'aujourd'hui exprimées par les cadres. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur un certain nombre d'études et de travaux de l'APEC. Ils expriment des attentes, dit le texte, sur des modèles organisationnels et managériaux nouveaux, des attentes en matière de conciliation, c'est bien connu, des attentes en matière de compétences techniques et de soft skills, donc les compétences sociétales et relationnelles. Ils expriment le besoin de pouvoir concilier les outils numériques et les liens humains. C'est particulièrement vrai dans la période pour tous ceux d'entre nous qui ont été confinés, privés de liens directs humains.
Et puis, ils souhaitent préserver leur possibilité de s'investir au niveau familial, social, syndical et citoyen. Voilà, des choses qu'on va retrouver dans les préambules de chacune des parties, écrits de façon plus ou moins explicite, parfois redondante. Vous voyez, donc là, c'est dans le préambule de la partie 1 sur les enjeux. Je vous décrirai après le canevas de l'accord. Donc, face à ces changements, l'accord décrit un certain nombre de changements. Les salariés cadres aspirent à de nouveaux modèles organisationnels et managériaux. Ces modèles peuvent être facilités par les nouvelles technologies. Ils doivent permettre de concilier vie professionnelle et personnelle. On trouvera quelque chose d'un peu plus détaillé dans le préambule de l'article 2. Donc, on aspire à un renouveau de pratiques managériales. On va retrouver des choses, c'est un petit peu redondant, où on doit pouvoir concilier à la fois des modes d'organisation nouveaux du travail, à la fois la gestion de projet notamment, la mobilisation des outils techniques, concilier aussi les bénéfices que représentent les liens humains avec le collectif de travail, et puis, eh bien, ça doit permettre à la fois de la performance et de l'épanouissement sur le plan professionnel et personnel. Voilà, donc. Et puis, on va trouver aussi dans le préambule de l'article 3, eh bien, à nouveau, ce nouveau contexte managérial, des dynamiques collaboratives. Puis c'est là, on va trouver des choses relatives aux compétences techniques et les soft skills. Et on va retrouver quelque chose qui était inscrit en toutes lettres, en lettres d'or, en 1983, dans l'accord que je vous ai évoqué tout à l'heure, sur l'aspiration à ce que l'engagement des cadres doit pouvoir s'accompagne d'une aspiration à préserver son équilibre personnel et son investissement familial, social, associatif, syndical et citoyen. Voilà, donc ça, ce sont des choses qu'on avait écrites en 83. À l'époque, nos prédécesseurs ou nos grands anciens, eh bien, étaient assez visionnaires sur tous les champs, finalement, de l'investissement tel qu'on peut souhaiter avoir la possibilité de l'exercer en parallèle du travail. Donc ça, ce sont les grandes attentes des cadres. Un deuxième aspect, c'est que de façon un peu transversale, c'est pas écrit comme ça dans l'accord, mais l'accord concède ou confère aux cadres un rôle essentiel sur un certain nombre de dimensions professionnelles qui dépassent l'exercice de leur propre travail. Donc, par exemple, on va trouver de façon explicite que les cadres jouent un rôle essentiel pour améliorer la qualité du travail de tous. Et puisqu'il est écrit que de par leur niveau d'engagement, les cadres constituent un maillon essentiel de l'action pour appréhender les conditions réelles d'exercice du travail, favoriser les échanges sur le travail et assurer une bonne coopération au sein des équipes. Donc là aussi, on a repris quelque chose qui était écrit en 83. Pour votre information, on a retrouvé uniquement 2 conventions collectives de branche qui ont intégré dans les attendus de leur convention le texte de 1983. Donc c'était un texte bien écrit, assez ramassé, mais qui a eu finalement très peu d'impact réel sur la vie des cadres en entreprise. On peut espérer que l'accord de 2020 ait plus de filiation, enfin plus de descendants en tout cas, à travers des accords de branche, mais aussi des accords d'entreprise, et puis le dialogue au plus près du terrain. Alors, les cadres sont aussi un maillon essentiel pour orienter la RSE. C'est dans la définition des fonctions de cadre. Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. On peut dire également que, à travers ce texte, et c'est dans le préambule, que les cadres ont un rôle essentiel pour faire évoluer les compétences. C'est assez bien décrit dans la suite du texte, mais dès le préambule, on dit que le cadre, s'il est en fonction d'encadrement, il lui revient d'anticiper ces mutations, donc qui sont évoquées, les mutations numériques, technologiques, la mondialisation, et d'anticiper l'évolution des compétences attendues de ses collaborateurs. Donc, ça a à voir avec la notion d'entretien professionnel et d'entretien d'évaluation. Un quatrième axe intéressant aussi pour identifier les cadres comme maillons essentiels, un rôle essentiel pour discuter les orientations stratégiques. On y reviendra tout à l'heure. Ces expressions-là qui figurent dans le préambule et dans l'article 1 relèvent finalement de l'action qu'on a menée en tant qu'équipe de négociation CFDT pour bien porter cette dimension-là d'information et de concertation avec les cadres, pour qu'ils puissent participer non seulement à la déclinaison des enjeux importants, voire stratégiques de l'entreprise, mais qu'ils puissent contribuer aux orientations de l'entreprise
en procédant à une concertation suivie avec leur manager. Bon. On sait qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Enfin, les cadres peuvent être considérés comme un maillon essentiel pour transformer le management. Ça passera par nous, puisque les enjeux managériaux pour l'entreprise et le salarié cadre sont multiples. Donc, il y a vraiment des enjeux en matière d'organisation du travail, d'accès à la formation, au développement des compétences et dans l'accompagnement des parcours professionnels. Vous voyez, on a des formulations qui reviennent. Il y a un petit effet de colimaçon. On revient à plusieurs reprises sur les mêmes sujets. Pour ça que je vous disais au tout début que cet accord a manqué d'une phase, puisque la signature a été un peu précipitée vers la fin. On n'a pas fait le travail de réécriture un peu fine du texte. C'est pas un monument de littérature, mais en tout, ce qui est important, c'est que il constitue un point de levier pour un certain nombre d'actions en entreprise, qu'elles soient de la part même du cadre ou qu'elles soient des collectifs syndicaux. Voilà pour cette deuxième partie. Est-ce que, Corinne, il y a des questions? Une question de Dominique. En préambule, Laurent, tu indiques que cette ANI vient plus décrire plutôt que moderniser. Quels sont les éléments qui a fait que la Confédération a choisi d'apposer sa signature, surtout, comme tu l'indiques, négociation en marche forcée? Alors, ça a été surtout rapide vers la fin, c'est-à-dire que cette négociation, elle avait une obligation d'ouverture avant, je crois, le 1er janvier 2018. Donc, il y a eu une première réunion formelle. Puis après, il y a eu une année 2018 avec un négociateur, un chef de file, où il s'est pas passé grand-chose. Il y a eu surtout à un moment donné assez rapidement une fermeture du côté des organisations syndicales, puisque le texte patronal la première version était totalement inadmissible. Et puis la négociation s'est éternisée parce que il y avait plus de chef de file patronal, donc plus possibilité de se réunir. Et puis ensuite, il y a eu un deuxième chef de file qui n'a pas duré longtemps. Et puis enfin, ils ont trouvé le bon cheval, si je peux dire, pour emmener la délégation patronale. En fait, c'était un tandem. Un patron de Loire-Atlantique qui gère une petite collection de PME industrielles, et puis la chef de file patronale au niveau de l'organisation, donc des services, qui était un peu la gardienne du temple. On s'est retrouvé finalement, tout ce beau monde s'est retrouvé en mars-avril 2019 pour un premier round de négociation. On a écouté d'ailleurs, on a eu des séances de travail avec l'APEC. Et puis assez rapidement, le patronat nous a dit, ben voilà, on a identifié un certain nombre d'enjeux sur lesquels on aimerait bien que vous nous fassiez des propositions thématiques. Donc c'était plutôt une ouverture de leur part. Sur quoi voulez-vous discuter? Donc on a eu 3 groupes de travail en eh bien, la délégation patronale est ressortie et puis est revenue avec un certain nombre en apportant un certain nombre de compléments. Et en disant, ben voilà, c'est la fin et on met le texte à signature. Donc, il y a eu, dans la période ensuite, quelques tout petits réglages pour corriger les fautes d'orthographe. Ce qui a fait que la CFDT décide de signer. Bon, d'une part, c'est vrai que comme tout acteur, on a du dialogue, on cherche à trouver des textes qui fassent avancer le schmilblick, en l'occurrence. Donc, par rapport à l'ANI de 83, on avait une très belle modernisation du texte, avec un certain nombre de sujets qu'on a pu porter dans la négociation et qui ont été intégralement repris dans ce texte. Un texte de cadrage, c'est plutôt un accord cadre plutôt qu'un accord normatif. Puisqu'en fait, l'enjeu pour la délégation patronale, c'était que de ce texte-là, il ne découle aucune obligation impérative de mise en place immédiate. Contrairement, par exemple, à l'accord en 2011 sur l'APEC ou l'accord de prévoyance. Ces accords imposent
le versement de cotisations sur un public cadre. Donc ça, c'est un premier aspect, c'était que c'était un texte qui modernisait, qui tenait compte d'un certain nombre de nos propositions. Je vous présenterai juste après quelques-uns des sujets sur lesquels la CFDT a pesé dans la discussion. Donc, premier aspect, on a fait avancer le texte. Le deuxième aspect, on a constaté qu'il y avait des points sur lesquels, notamment la modernisation de la prévoyance, il n'était pas possible de discuter. Donc, il y a eu tout de suite une fermeture patronale. Il y a quelque chose, il y a un enjeu autour de la prévoyance, un enjeu financier. Il n'est pas sûr qu'on puisse pas demain revenir sur la prévoyance obligatoire. Vous savez que ça fait partie des revendications confédérales d'avoir une prévoyance obligatoire pour l'ensemble des salariés. Aujourd'hui, je crois qu'il y a quand même plus de 80% des salariés qui sont couverts par un accord de prévoyance, bien sûr qui n'est pas à hauteur de 1,5%. On a la certitude, on n'a pas les chiffres, mais que l'accord de prévoyance pour les cadres, il est largement bénéficiaire pour les institutions de prévoyance, et que donc on pouvait imaginer une redistribution de ce 1,5 pour de la couverture de risques plus modernisée. On n'est plus comme dans la situation de 1947 où effectivement il y avait pas mal malheureusement de collègues, de salariés qui décédaient en cours de vie professionnelle. Donc il y avait matière à moderniser et à identifier de nouveaux risques. Ça n'a pas été possible. Il y a eu une fermeture dès le début de la part de la délégation patronale sur le sujet de la prévoyance. Donc on a considéré que nous ne pouvons pas discuter là-dessus. Voyons ce sur quoi on peut discuter et ce sur quoi on peut faire avancer quelques sujets. Et donc il y a un certain nombre de sujets et ça va être le point de ma troisième partie. Finalement, ces 17 orientations, qu'est-ce qu'elles recouvrent? Donc là, je redéfile là où on en était. Donc, je vais vous présenter voilà. Bon, il y a une prise en main de l'outil. Voilà. Alors, le MEDEF était venu avec 14 orientations. On débouche sur un texte avec 17, bon, qui sont pas numérotés comme ça. Vous verrez, la numérotation est assez farfelue, mais elles sont organisées en trois natures d'enjeux: les enjeux sociaux et organisationnels, les enjeux managériaux et les enjeux sociétaux. Alors, sur les enjeux sociaux et économiques et organisationnels, il y en a 4 qui sont identifiés. En bleu, donc l'accès à l'information, à la concertation, j'en parlais tout à l'heure, ça c'était un plus porté par la CFDT, qui n'était pas prévu dans le programme initial des 14 orientations. On avait aussi un mandat pour porter des choses sur la délégation de pouvoir et la responsabilité, j'y reviendrai, ça c'était dans notre mandat. On voulait aussi aborder les questions d'éthique professionnelle, donc ça aussi, ça n'était pas dans le programme initial du patronat, ça a été rajouté à notre demande. Et puis, il y avait aussi, il y a eu une orientation portée sur l'évaluation. Ce qui est paradoxal à une période où vous lisez dans la presse que l'entretien d'évaluation, c'est has-been, il faut plus les faire. Voilà, mais nous, on a réussi à écrire quelque chose. Il y a quelques paradoxes comme ça. Le deuxième registre, ce sont les enjeux managériaux, avec un préambule toujours intéressant dans lequel on a réussi à placer, c'est une proposition CFDT qui a été reprise, l'idée d'avoir la définition d'un socle commun des fonctions managériales, un socle qu'on pourrait condensé dans un CLEA manager, à l'instar de ce qu'on a pu faire dans le CLEA numérique, par exemple. Ces enjeux managériaux sont déclinés de façon large. Sur le registre du management et de l'organisation du travail, il y a une 5e orientation dédiée au nouveau mode de management. C'est tout à fait d'actualité avec les questions du mode projet, mais surtout du management à distance. Un enjeu important sur les équilibres des temps de vie. Ça aussi, c'était quelque chose auquel on tenait beaucoup, qui faisait partie de notre document d'orientation de la négociation, qui avait été approuvé par le Bureau national confédéral. Il y a une grosse partie sur management et formation. Alors, c'est divisé en 4, mais tout ça est assez ramassé sur l'information des cadres au bilan de compétences, la mobilisation du CEP,
la question de la transmission des savoirs dans l'entreprise, c'est-à-dire encourager finalement les cadres à porter ces questions-là dans leurs fonctions managériales, mais aussi dans leurs fonctions techniques, et puis un encouragement à l'engagement des cadres dans les fonctions de maître d'apprentissage et de tuteur, d'alternant. Puis une troisième partie concernant le management et l'accompagnement de carrière, avec d'une part dans l'entreprise comment on peut prendre en compte les évolutions de carrière. Là aussi, c'était quelque chose qui n'était pas dans les 14 items initiaux de la copie patronale que l'on a fait rajouter et qui était dans notre mandat de négociation. Et puis, je reviendrai tout à l'heure, on a obtenu qu'il y ait dans ce registre-là toute une place faite au rôle de l'APEC et on tenait absolument à ce que la négociation tienne compte de l'existence de l'APEC auprès des cadres comme auprès des entreprises. Le troisième registre d'enjeux, c'est celui des enjeux sociétaux. On va y trouver les questions d'égalité femmes-hommes. Là aussi, c'est en rouge, c'est-à-dire que c'était dans notre mandat initial. Un deuxième enjeu autour de l'équilibre vie professionnelle, l'engagement et la vie personnelle. On a fait rajouter quelque chose relatif au droit à l'investissement syndical. Pour ceux qui étaient à notre congrès à Saint-Malo, ça faisait partie de notre résolution une résolution de congrès. Donc, les choses y figurent. Après, il faudra le faire vivre. Les enjeux sociétaux en matière de diversité dans l'entreprise et les enjeux liés à l'emploi des cadres seniors. Voilà ces trois domaines d'enjeux. Le quatrième, c'est le dernier chapitre, concerne l'APEC, qui vise, là on visait à renforcer le rôle de l'APEC en matière d'accompagnement des cadres. Et donc on a pu obtenir que ce soit écrit comme cela. Les autres partenaires sociaux, on n'a pas bien compris, n'étaient pas très favorables à ce qu'on parle de l'APEC, alors qu'en fait, si on définit bien les fonctions de cadre, eh bien on définit bien le périmètre d'action de l'APEC. Alors, je vais juste vous présenter quelques-unes de ces orientations un tout petit peu plus en détail. Par exemple, la délégation de pouvoir et de responsabilité. On est en train de préparer à la CFDT Cadre une note un peu détaillée. Vous savez que c'est un objet qui n'existe pas dans le Code du travail et c'est simplement la jurisprudence qui a construit autour de la délégation de pouvoir un certain nombre de critères qui permettent de définir si une délégation de pouvoir est effective ou bien si elle n'a pas de valeur et que donc c'est l'employeur lui-même qui est responsable des effets du pouvoir qu'il a exercé. Et donc, on a pu introduire donc ce que l'on avait d'ailleurs proposé intégralement, le fait que, en reprenant toutes les jurisprudences qui sont constantes maintenant sur le fait qu'il doit y avoir une délégation écrite portant sur un champ d'application circonscrit, assorti d'une autorité suffisante, des connaissances nécessaires et des moyens d'exercice. On a pu faire rajouter alors quelque chose qui est dans une formulation un peu sibylline. L'employeur est encouragé dans la mesure du possible. Vous voyez, il n'y a pas vraiment eu beaucoup d'engagement de la part du MEDEF à ce que, l'entreprise propose aide et assistance à son salarié à qui elle a confié une délégation en cas de poursuite pénale, afin qu'il puisse assurer sa défense lorsqu'il y a un contentieux pénal. Vous savez que pour les adhérents CFDT, l'assurance vie professionnelle de la Massif, qui couvre tous les adhérents, peut aussi permettre d'assurer des défenses pénales en cas de problèmes de cette nature-là. Donc là, on peut dire que cette partie-là est une avancée, puisque pour la première fois, dans un accord national interprofessionnel, cette notion de délégation de pouvoir trouve une existence. Sur l'éthique professionnelle, on est au milieu du gué, on n'a pas pu aller jusqu'au bout de ce que l'on souhaitait. Néanmoins, le patronat a souhaité rappeler finalement un certain nombre de dispositifs. Donc, vous verrez au long de l'accord, il y a un rappel de certaines obligations, on va dire, liées au Code du travail en matière de droit d'alerte, de liberté d'expression, de droit de retrait. Donc, c'est intéressant que ce soit positionné dans un corps sur les cadres parce que ça veut dire que la situation des cadres mérite aussi une attention particulière, par exemple en cas d'exercice d'un droit de retrait du salarié. Dans des choses plus novatrices, même si on n'a pas pu obtenir que les employeurs s'engagent à travailler sur la négociation de textes relatifs aux questions déontologiques dans l'entreprise, on en reste à des chartes éthiques, mais qui doivent faire l'objet d'une information et de consultation. Les employeurs ont accepté que, là aussi,
les dispositions légales concernant la protection des lanceurs d'alerte, fassent l'objet là aussi d'une attention particulière, et que pour les cadres, ça revêt une importance particulière. C'est-à-dire que ils sont, de par leur exercice professionnel, ils peuvent être confrontés à des situations qui peuvent nécessiter le lancement d'une alerte. Enfin, vous verrez qu'il y a aussi des choses sur la protection des données personnelles et en gros l'exposition personnelle sur les réseaux sociaux. Je détaille pas pour l'instant. Ensuite, sur l'accès à le droit d'information et de concertation, j'en ai déjà parlé. C'est vraiment un travail que la CFDT a fait dans la négociation pour que on maintienne finalement des choses qui étaient dites en 83, la nécessité d'accéder à une information adaptée pour l'exercice de ses fonctions professionnelles, et puis le fait que l'on puisse donner son avis et participer à des concertations sur la marge générale et les perspectives et les projets de l'entreprise. Sur un deuxième sujet qui était dans notre mandat de négociation, faire avancer la question du management et des parcours professionnels. On était allé assez loin dans le mandat de négociation, notamment sur la reconnaissance de l'exercice des fonctions de cadre dès le début de la vie professionnelle. On sent bien que là, on touche les classifications, on touche finalement le pouvoir de décision des entreprises, et donc là, on n'a pas été très loin, on n'a pas pu aller très loin sur cet aspect-là de l'entrée dans la vie professionnelle. On avait même dit qu'on souhaitait qu'au bout de 2 ans, toute personne recrutée en tant que cadre avec une formation identifiée Bac+5 puisse accéder à un niveau salarial équivalent au plafond de la sécurité sociale. On a encore quelques utopies, mais qui est l'utopie réaliste. Là, par contre, on a un peu plus avancé sur les questions de processus de reconnaissance en cours de carrière. Vous verrez si vous faites une lecture transversale, mais on a fait une note aussi d'analyse transversale sur les questions de certification, la façon dont les compétences demain peuvent être valorisées et les processus de certification qui vont avec. Et puis, c'était un sujet d'actualité. C'est un sujet d'actualité cette année pour tous les salariés du privé. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai mis en rouge et qu'on a redit dans l'accord. Alors, ça ne concerne malheureusement que les salariés des entreprises de plus de 50, mais que l'employeur organise, pour les cadres également, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Il a une obligation de le faire tous les 6 ans. Et dans cet entretien, on parle d'entretien professionnel, il vise à vérifier que le salarié a bien bénéficié d'actions mises en place par l'employeur permettant, le cas échéant, mais c'est pas la seule chose, le seul bénéfice possible, une progression de carrière. Voilà. Donc on a fait un peu avancer le public sur cette question-là. Là aussi, on a, à titre d'information, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on a des documents qui sont en production sur ces questions d'entretien professionnel. Et puis sur les équilibres des temps de vie, ça ne vous surprendra pas, mais donc on a pu faire inscrire que pour les cadres aussi, l'accès effectif au droit à la déconnexion et le juste suivi de la charge de travail doivent permettre aux cadres de concilier vie pro et vie perso. On a un petit passage sur le décompte du temps de travail en jour. On rappelle que pour cette situation et ce type de contrat de travail, l'entretien annuel permet d'évoquer la charge de travail. Et il vise notamment à s'assurer que celle-ci est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et que ces temps de repos ont bien un caractère effectif. Voilà, donc ça peut paraître, ça va mieux en le disant que de ne pas le redire, mais c'est une des caractéristiques malgré tout des fonctions de cadre, c'est l'exercice du statut, on va dire, de forfait jour. Sur les équilibres vie pro, vie perso, je l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a un certain nombre d'aspirations des cadres. Ils ont une vie en dehors du travail et cette vie-là, elle doit pouvoir s'exercer. Et puis, on a tenu à ce que le texte dise l'employeur doit garantir le droit à l'investissement syndical des cadres et l'accompagnement des titulaires de mandats électifs et syndicaux, la valorisation de leur parcours. Et l'accord rappelle que la négociation périodique en matière de qualité de vie au travail doit permettre de développer des outils innovants favorisant un bon équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Et puis, il y a un paragraphe que j'ai extrêmement résumé ici sur la façon dont on doit avancer sur les questions d'égalité femmes-hommes, à la fois en termes de formation des managers, à l'égalité, à la lutte contre les stéréotypes,
Et puis, on propose le principe de mixité des candidatures pour tout recrutement. On invite les entreprises et les organisations syndicales à se saisir de l'index. Il y a une vigilance sur les retours de congés maternité. Et puis, il y a aussi un passage sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail. Donc, c'est reconnaître qu'aussi, c'est une réalité dans tous les compartiments, on va dire, de la vie d'entreprise, y compris pour les publics cadres. Voilà, on va dire, les orientations principales du point de vue d'un négociateur CFDT en fonction du mandat que l'on avait. Voilà. Il y a des questions sur les autres actes, je suis prêt à y répondre. Alors, Emmanuel te pose la question, Laurent. Dans les enjeux sociétaux, vous n'avez pas évoqué la place des cadres en situation de handicap. Bon, effectivement, je crois même pas que le mot soit cité. Voilà, bon, c'est peut-être une lacune. Ce sera intéressant de reprendre la discussion peut-être en dehors pour voir comment on peut avancer sur ces questions-là. On a produit, je suis un tout petit peu sidéré qu'on n'ait pas travaillé la question, mais ça prouve encore qu'on a un fonctionnement qui est un peu en silo, avec parfois des spécialistes de la question. Même si à la CFDT cadre, on a une petite plaquette sur la question des personnes en situation de handicap. Bon, dont acte, c'est exact, oui. Un commentaire d'Emmanuel. Évoquer la charge de travail une fois l'an lors de l'entretien, pour elle, c'est insuffisant. Alors, tout à fait, Emmanuel, hein, c'est vraiment ce que l'on dit dans nos textes. On va produire d'ailleurs un argumentaire sur la charge de travail. Mais comme je vous l'ai dit, ce texte-là, il a manqué au moins une séance de discussion avec le patronat pour faire évoluer, ne serait-ce que rajouter un mot pour dire à minima une réunion par an. Enfin, voilà. On sait bien que c'est pas suffisant. Et parce que si on attend la fin de l'année, à la fois on n'a pas un suivi réel de l'activité de travail du collègue cadre, mais aussi on va passer à côté d'un certain nombre de situations de surcharge. Voilà. Dans un texte, alors on n'a pas pu le glisser. Alors on vous présente à l'instant une plaquette qu'on est en train de finaliser, qui présentera et que vous pourrez diffuser les principaux axes sur lesquels demain, dans l'entreprise, sur la base de cet accord national, eh bien, on va pouvoir essayer de faire avancer les questions d'équilibre, qu'ils soient managériaux, organisationnels, sociétaux. Voilà, ça, c'est une des déclinaisons. On en a d'autres sous le coude et je vous en présenterai tout à l'heure. Il n'y a pas d'autres questions. Alors, je vais reprendre un tout petit peu mon diaporama. Si on peut me redonner la main, c'est moi qui la reprends. Voilà. Parmi vous, il y a un certain nombre de personnes qui soit ont un mandat de représentation CFDT dans les comités paritaires régionaux, soit sont parfaitement au fait de l'APEC, soit ignorent que l'APEC est à leur service. On a souhaité et on était un grand nombre d'organisations syndicales à valoriser l'APEC tout au long des négociations. Donc, je vous fournirai aussi, je crois que je l'ai déjà fourni au mandaté APEC, une petite note qui analyse cet accord. D'une part, l'accord fait référence aux études de l'APEC. On valorise l'APEC comme étant l'opérateur privilégié pour les cadres en matière de conseil en évolution professionnelle. On fera très certainement cet été ou à la rentrée un webinar du même type avec une militante de l'APEC sur le conseil en évolution professionnelle et au-delà les services de l'APEC. L'APEC, bien sûr, est un opérateur du bilan de compétences. Les entreprises sont aussi encouragées à recourir aux services de l'APEC en matière de recrutement pour agir sur la diversité des recrutements. C'est une réalité. On est en train de finaliser à l'APEC une étude d'impact social
et en comparant des panels de recrutement qui se font sans l'APEC et des panels de recrutement qui se font de recrutés qui se font avec l'APEC. On constate qu'on a davantage de diversité dans les âges et plus de mixité dans les recrutements qui sont opérés avec l'APEC que sans l'APEC. Donc on a un impact sociétal intéressant. On a mentionné aussi l'appui que peut faire l'APEC à la fois pour les seniors et pour les cadres. Et c'est une des priorités qui figure pour les seniors cadres et pour les entreprises. C'est une priorité. On aurait souhaité que l'APEC puisse intervenir dans les entreprises pour mener des actions sur la question de l'accompagnement, notamment des cadres en deuxième partie de carrière. On n'a pas pu obtenir cela. Et puis la quatrième partie, prévoit que l'information des cadres sur les services de l'APEC puisse passer par le canal de l'entreprise. Voilà, donc c'est une vieille lune qu'on n'a jamais obtenue. Peut-être qu'on arrivera demain, parce que c'est écrit maintenant dans un accord national interprofessionnel, à créer davantage de liens entre la vie en entreprise et la vie en dehors de l'entreprise. Laurent, juste une question de Louis-Cou qui pose la question suivante. Sur le volet diversité, avez-vous traité de ce qui est lié aux origines? Alors, la diversité n'est pas décrite en tant que telle sur la question des origines. Je vais regarder si je peux. J'avais quelques slides complémentaires. Ça va défiler. Non, tu verras, tu seras à Loubicou, tu seras un peu déçu. Hein. On a quand même réussi à avoir un paragraphe sur cette question-là. Ça prouve que il y a quand même encore du chemin à faire, notamment du côté du patronat, pour que la diversité des recrutements, voilà. Donc sur la diversité, on évoque d'une part la question de l'ascenseur social pour éviter pour éviter la reproduction des élites et faire en sorte que tous les parcours puissent mener à toutes les fonctions. Et puis on a une déclaration, hein, la lutte contre les stéréotypes et les discriminations est un enjeu majeur tant en termes de processus de recrutement que de pratiques de travail. Voilà, donc là on parle de la diversité des modalités de recrutement, l'identification des profils, etc. C'est un levier central d'amélioration de l'égalité des chances à compétences équivalentes. Et on encourage les entreprises à s'appuyer notamment sur les services de l'APEC, hein, qui a un chantier de travail sur les questions de diversité. Voilà. Alors, il y a une nouvelle méthode de calcul. Alors ça, c'est une question qui est posée par André. Une nouvelle méthode de calcul du temps de travail des cadres autonomes en forfait annuel veut que l'on ne tienne pas compte de 100% de son activité, seulement les rendez-vous en individuel ou collectif avec les clients, tout ce qui est téléphone, mail, reporting, relations avec les fournisseurs, etc., ne sont plus considérés comme du temps de travail. Quelle pourrait être votre position sur ce type de posture? Une négo-cadre intégrée ne serait-elle pas à envisager? C'est André? Oui. Bon, voilà une question précise. On pourrait aussi prendre un petit rendez-vous avec Jérôme ou Patricia, Patricia est notre spécialiste du temps de travail, pour essayer de voir comment on peut dépasser ce carcan qui nie effectivement tout le travail collectif, tout ce qui n'est pas facturé. N'est pas compté. Voilà. Donc et puis on sait bien que parfois les gens peuvent faire 10 heures de travail dans l'activité, mais la journée ne sera comptée qu'à 8 heures. Donc on a une sorte de forfaiture entre guillemets parfois derrière le forfait horaire. Donc sans doute qu'il y a on pourrait trouver dans le réseau syndical des actions qui ont déjà été menées face à ce type de situation. Mais je retiens ta question et on va revenir vers toi. Peut-être que tu nous laisses une adresse mail si tu acceptes, dans le chat, ou tu nous contactes sur la rubrique contact. Voilà. Alors, je vous ai dit qu'on mettait un certain nombre de documents à votre disposition. D'une part, bien sûr, le texte intégral de l'accord, le diaporama, une petite note, un bonus pour la semaine de la qualité de vie au travail. J'ai recensé dans l'accord tout ce qui a trait de près ou de loin
aux questions de qualité de vie au travail, parce qu'on s'était posé la question de la façon dont les questions de charge étaient approchées, puisqu'on est en préparation un argumentaire syndical sur les questions de charge de travail. Donc on va trouver la charge doit faire l'objet d'une vigilance particulière de l'employeur quant à sa régulation, d'un juste suivi de la charge. Alors, je retiens effectivement l'idée que on est tout à fait d'accord en phase sur le fait que l'entretien unique annuel n'est pas pertinent. Donc l'entretien annuel est évoqué. Et puis on évoque aussi, ça, ce sont des réminiscences de 83, et ça peut être une des réponses entre guillemets. C'est pas beauté en touche, mais à la question d'André, c'est-à-dire que on encourage le fait que dans l'exercice professionnel, les cadres puissent réaliser des formations, exercer une fonction d'enseignement, ou bien faire du tutorat d'apprentis ou d'accompagner des stagiaires, et que ce temps-là doit faire partie de la charge qui est sur lequel on discute, et de manière à ce que la charge soit raisonnable. Donc on parle des objectifs et on parle aussi des questions d'objectifs des moyens. Sur les questions de qualité de vie au travail, un autre registre, c'est celui des repos et de la déconnexion. Je vous en ai parlé. La question de la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle est évoquée à la fois sous le besoin d'équilibre, la question de la trop grande porosité, voilà des choses qui sont aussi des façons de reprendre le sujet. Les questions d'organisation du travail apparaissent aussi comme étant un autre fil rouge possible pour regarder cela. Santé et sécurité, on en parle un tout petit peu, pas énormément. Et puis finalement, la dimension collective, même si c'est un accord qui parle des cadres, on va dire au singulier, ou qui peut leur parler au singulier sur leur propre situation, eh bien la notion de collectif de travail, d'équipe de travail, de dialogue professionnel, de coopération, de dynamique collaborative, etc. Tout ça est évoqué à plusieurs reprises, ainsi que la notion du dialogue social, bien évidemment, notamment lorsque on parle de la négociation périodique en matière de qualité de vie au travail. Donc ça a été à la fois un accord qui aborde les questions sous l'angle de la fonction des cadres, mais dans un environnement qui est collectif. Ce qu'on fera également, c'est qu'on mettra à votre disposition, mais ça, je pense qu'on le trouve déjà sur le site CFDT Cadre, l'accord de 83, par exemple. Pour regarder ce qu'on écrivait en 83 sur les cadres. On parlait pas de fonctions d'encadrement, mais on parlait des fonctions de commandement, par exemple. Vous voyez qu'on a. Voilà. Et puis, si parmi vous, il y en a qui veulent aller un peu plus loin et relire le fil de cette négociation, il y a une note qui a été réalisée pour le Bureau national de la CFDT Cadre et qui est à votre disposition dans l'espace collaboratif de l'espace adhérent. Voilà. Où est-il prévu une campagne de promotion de cette ANI et surtout de l'apport de la CFDT Cadre? Alors, merci Loubicou. On a une réunion de travail la semaine prochaine avec Marie-Lise Léon, qui était la chef de file de la délégation CFDT, et puis avec les autres membres de la délégation pour voir comment on allait maintenant rentrer dans une phase active sur cet accord. Bon, par exemple, on a en ce moment pas une dissertation, une concertation sur le télétravail. L'ANI cadre a un chapitre sur le management à distance, donc on va faire en sorte que la concertation télétravail permette d'aller plus loin sur la définition des incontournables des pratiques de management à distance, par exemple. C'est juste un exemple. C'est-à-dire l'idée, c'est que dans toute négociation, on regarde, on s'inspire de ce que l'on a pu écrire et signer tous ensemble pour enrichir, implémenter. De même que dans cet accord de 2020, on reprend des passages de l'accord de 2013 sur la QVT, voilà, qui disait déjà à l'époque qu'il fallait former les cadres à la QVT. Mais on sait bien qu'il y a un certain nombre de sujets. Il va falloir, pendant un certain nombre de négociations, bien réitérer un certain nombre de sujets. Et petit à petit, on va pouvoir mieux caractériser finalement ce que les choses veulent dire. Moi, j'ai tenté, une fois qu'on a fini cette négo, de refaire cette lecture transversale. On a prévu une fiche aussi sur le manager et les questions de compétences pour alimenter les réflexions sur l'entretien professionnel. On en a déjà un peu parlé
dans notre bureau national cadre au mois d'avril. Voilà. Donc petit à petit, faire des lectures un peu plus transverses pour approfondir et puis pour mettre en regard peut-être demain les résultats du dialogue social sur ces sujets-là, comme on a pu le faire dans le temps sur le télétravail, en repérant les meilleurs accords, entre guillemets, ou les accords les plus originaux, qui permettent de mettre en perspective ce que, finalement, un travail modeste d'écriture entre partenaires sociaux peut produire, dans une situation qui n'est pas forcément la mieux connue. Le patronat et pratique assez souvent comme ça, quoi. Traîne pendant un certain temps, puis à la fin, dit voilà, ça va être ça comme texte. Donc, il faut qu'on s'ajuste, c'est pratique. Je suis pas persuadé qu'on est en 2008, parce qu'on a voulu refonder le paritarisme, etc., beaucoup travailler sur les méthodes de négociation. Ça produit ce que ça produit. On sait bien que la première fois où on a eu à négocier un accord sur le handicap, j'en parle parce que la question a été soulevée, on ne savait pas très bien ce qu'on allait mettre. Et puis, comme disait un certain nombre de négociateurs, c'est une deuxième itération de cet accord, puis une troisième, qu'on a enfin réussi à identifier les leviers sur lesquels on voulait résolument faire changer la situation. Enfin, les axes, les enjeux. Voilà. On arrive au bout. Oui, tu as un commentaire d'Emmanuel qui te dit en fait qu'il aurait été intéressant d'avoir un chapitre sur le management des cadres, donc N-1. En fait, on peut dire que, puisque je pourrais faire une lecture transversale, Emmanuel, je ne vais pas la faire maintenant, mais cet accord, je l'ai dit au tout début, travaille sur la relation de l'employeur avec le salarié. Donc la relation finalement du N+1 avec le cadre qui est salarié. Et tous ces sujets-là peuvent rentrer dans la discussion de face à face qu'on peut avoir avec son manager. Voilà, je voudrais parler... moi, j'aimerais bien, puisque j'ai la fenêtre diversité, j'aimerais bien avoir une équipe un peu plus diverse. Comment on peut faire? Voilà. Le cadre est légitime, tout à fait légitime, d'ouvrir une discussion avec son manager sur tous les sujets qui sont traités dans cette ANI. Voilà, alors c'est juste une porte qui est ouverte. Après, bien sûr, il faut venir avec un peu de billes ou avec un peu d'idées sur ce qu'on pourrait mettre concrètement dans ces sujets-là. Hein, donc c'est vrai qu'on aimerait bien parfois des accords qui sont clés en main. Là, on est sur un accord national interprofessionnel. On sait bien, c'est plus compliqué de décrire dans le détail des choses qui sont finalement plutôt des choses qui vont être dans des processus qu'on va essayer d'implémenter. Hein, vous voyez, sur la question de la charge de travail, c'est en 98, je crois, on a commencé à parler des questions d'autonomie avec le forfait jour. On n'en a pas encore fait le tour. Hein, on n'a pas forcément... Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à télécharger les documents, allez voir sur le site de la CFDT Cadre, et puis on vous tiendra informé par différents moyens, hein, à la fois des produits qu'on met à disposition autour de cette ANI Cadre, mais aussi des démarches. Hein, c'était la question, je crois, d'Oublicou, la manière dont on va, dans l'organisation, se saisir de cet accord qui a été signé et qui, maintenant, est un accord unanime. Donc, on n'a pas de raison de se priver d'en faire quelque chose. Voilà, merci de votre attention. Rendez-vous pour un prochain webinaire. Donc, si vous voulez revenir sur le sujet, on duplique ce webinaire dans 8 jours, en matinée le 25. Et puis, rendez-vous sur nos différents supports, à la fois les supports CFDT Cadre, les supports CREFAC. Par exemple, sur la charge de travail, on envisage d'organiser une session de réflexion et d'action sur la charge de travail. Et puis une autre sur l'entretien professionnel, qui sont des objets vraiment qui concernent les cadres pour eux-mêmes, mais aussi les cadres managers pour leurs équipes. Voilà, bonne suite j'allais dire de l'été, mais on n'y est pas encore, c'est la semaine prochaine, l'été c'est le 21. Bonne journée à chacune et à chacun, et à très bientôt. Merci Corinne. Merci Laurent, et bonne soirée à tous, et rendez-vous le 25 la semaine prochaine, donc on refait un webinaire sur le même sujet. À bientôt.